De retour sur Europe 1, 18h33. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, ça fait débat. On commence avec un thème. Ce soir, Gérald Darmanin est sur tous les fronts cet été. On l'a vu sur toutes les chaînes de télévision. On l'a entendu dans toutes les radios. Il a beaucoup tweeté. Quel est son objectif 2027 ? Un peu plus loin, la communication. Pour en parler, mes invités, Abdoulaye Kanté, bonsoir. Bonsoir. Policier, auteur du livre Policier, enfant de la République, aux éditions Fayard. Aymeric Guisset, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général adjoint du think tank Le Millénaire. Think tank en français, c'est un cercle de réflexion, utilisant aussi le français. Benjamin Morel, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Maître de conférences en droit public à l'Université Paris de Panthéon-Assas et docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Et à distance avec nous, Arthur Delaporte, député NUPES du Calvados, porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Premier dossier brûlant, messieurs, ces OQTF. Obligation de quitter le territoire français. 13% seulement appliqués. Extrêmement difficile, effectivement, de les faire appliquer. Pour Gérald Darmanin, l'objectif est très clair. 100% d'exécution des obligations de quitter le territoire français pour les personnes concernées. Arthur Delaporte, c'est possible ça ? 100% d'exécution des obligations ? C'est évidemment illusoire et donc on voit bien la méthode Darmanin, c'est beaucoup de mots mais derrière des résultats qui seront forcément décevants, mais en tout cas pas conformes à ce que le ministre annonce. Moi je dois vous dire aussi que c'est donner l'impression que les OQTF ou les personnes sous OQTF, c'est ce que fait Gérald Darmanin d'ailleurs, sont dans l'ensemble des délinquants et ça c'est ce qu'il faut refuser de considérer. Vous savez, nous en tant que parlementaires, en tout cas moi je reçois un certain nombre de sollicitations de personnes qui ont des OQTF et qui sont finalement pleinement intégrés dans la société française, qui pour certains bossent dans le secteur médical, paramédical, dans des domaines dont on a besoin, et qui sont aujourd'hui confrontés à des OQTF. Donc faut arrêter, ou d'autres, moi je dis aussi des personnes qui bossaient pour le Secours populaire, etc., qui m'ont sollicité pour les appuyer dans leur dossier. Arthur Donc faut aussi arrêter de faire des personnes sous OQTF. C'est de la com, c'est ça, voilà. C'est un coup de com. De la communication D'accord. sur le dos des personnes sous OQTF. Voilà. Moi je considère que Darmanin, encore une fois, se fourvoie. Aymeric Guisset. Oui, il y a deux sujets en fait sur cette déclaration de Gérald Darmanin. Il y a un sujet qui est plus politique par rapport à l'agenda de la rentrée avec sa grande loi sur l'immigration où il s'est pas fait. Grand débat en tout cas dans un premier grand temps. débat où il avait l'ambition de faire une loi et finalement ça a été plus ou moins retoqué pour être précédé d'un grand débat. Qu'un enjeu politique après un enjeu technique sur l'application véritablement de ces OQTF. Ce que fait Gérald Darmanin finalement c'est prendre à partie l'opinion sur les différents sujets que lui souhaitait porter initialement dans cette grande loi qui a été retardée à travers un grand débat où on a essayé plutôt de noyer le poisson. C'est à peu près ce qu'on peut comprendre des différentes déclarations. Et il prend l'opinion à partie pour montrer finalement que la loi actuellement est insuffisante et ne permet pas de véritablement mettre en face l'objectif politique, la volonté politique de Gérald Darmanin et l'effectivité dans les actes. Il a dit en tout cas que si le Conseil d'État ne lui donnait pas d'accord par rapport à son appel sur l'expulsion de l'imam Micouissen, parce qu'on en vient aussi à ce sujet, Benjamin Morel, il changerait la loi. C'est possible ça ? On change la loi comme ça ? Oui, bien sûr. Enfin, on ne change pas la loi comme ça. Il faut malgré tout avoir l'aval du Parlement. Alors après, la grande question, c'est est-ce que vraiment la question des OQTF, etc., rejoint ce sujet-là ? Et là, on n'est en effet pas tout à fait dans le même cas. Vous pouvez toujours changer la loi pour permettre un cadre légal qui serait plus favorable à l'expulsion d'un prêcheur qui a certes été au-delà des limites extrêmement floues de ce qui est aujourd'hui la liberté d'expression, mais qui la plupart du temps est resté dans, je dirais, les limites qui sont celles, en fait, la ligne orange, qui est celle de la liberté d'expression. Il faut bien comprendre que la stratégie des frères musulmans a toujours été extrêmement claire. C'est de jouer avec la loi, mais de l'enfreindre le moins possible. Et donc, les motifs d'expulsion sont assez limités, ce que considère le TA, et le fait d'être fiché S n'est pas en soi un motif d'expulsion. L'important, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le fichier. Donc, au-delà de la question et au-delà, je dirais, du cas très très particulier, est-ce qu'une modification de la législation aujourd'hui s'impose ? Peut-être. Mais dans tous les cas, le problème fondamental, si on revient aux OQTF, et je rappelle que l'imam Micouissen n'est pas sous le coup d'une OQTF aujourd'hui, absolument. Eh bien, c'est l'applicabilité. C'est-à-dire que dit Gérald Darmanin, comme l'ont dit avant lui Besson, Hortefeux, Valls, etc. Ils font un constat simple, c'est qu'en effet, la plupart des OQTF ne sont pas exécutés. Et donc, il veut élargir
la possibilité aujourd'hui d'exécuter ces OQTF en faisant sauter quelques verrous légaux. Mais la réalité, c'est que ces quelques verrous, aujourd'hui, comme jadis les lois précédentes que j'ai évoquées, eh bien, ne sont pas les vrais problèmes. Le vrai problème, c'est que la plupart des personnes qui sont sous le coup d'une OQTF ne peuvent pas être expulsées parce que les pays qui sont les pays d'origine ne veulent pas les reprendre. Refusent de les accueillir. Exactement. Que parfois même, on ne sait pas, parce qu'elles ont brûlé leur carte d'identité ou qu'elles n'en ont pas, on ne sait pas le pays, justement, dont elles proviennent. Et donc les expulser, mais les expulser vers où? Et si jamais les pays ne veulent pas les reprendre, comment pousser ces pays à reprendre leurs ressortissants? On peut rentrer dans un bras de fer avec ces pays, on y a des intérêts économiques, etc. Bref, le sujet est beaucoup plus géopolitique qu'il n'est légal. Donc si vous faites une loi, comme d'autres l'ont fait avant lui, pour, au bout du compte, ne pas avoir une meilleure applicabilité des décisions de justice, eh bien votre loi tombe à peu près à côté. Le gros problème en France, c'est qu'on fait des lois pour changer les choses, mais la loi ne peut pas tout, parce que parfois le problème n'est pas dans la loi. Arthur Delaporte, vous avez parlé d'un coup de communication de Gérald Darmanin. Là encore, est-ce qu'on voit une aile droite, d'après vous, du pouvoir qui est en train de se dessiner et en tout cas qui présage peut-être des alliances à l'Assemblée nationale, notamment à la rentrée, sur cette grande loi sur l'immigration et pas que? C'est une évidence. Déjà, vous employez le terme grande loi sur l'immigration. Moi, je considère que c'est plutôt une petite loi et pour l'instant, c'est pas de loi du tout. Parce que on voit que ce qui s'annonce dans cette loi, pour l'instant, c'est 4 mesures, ce qu'a annoncé Gérald Darmanin, qui concernent finalement que très peu de cas. Donc, en fait, c'est surtout une loi de communication et c'est pas une loi qui va changer les choses. Pour autant, est-ce que ça veut dire que Gérald Darmanin cherche à braconner à droite? Oui, c'est une évidence. Je veux dire, il a un modèle, c'est Nicolas Sarkozy. Il constate que il y a un après Macron à inventer, il veut être dans cette recomposition et donc il va chercher à aller construire des ponts avec finalement ce qui reste des Républicains, c'est-à-dire pas grand-chose, et donc aller sur les thématiques des Républicains qui sont en train de se rapprocher aussi de celles du Rassemblement national, donc c'est-à-dire haro sur l'immigration, haro sur un certain nombre de sujets type sécuritaire, mais finalement pour derrière beaucoup de bruit pour pas grand-chose, et c'est ce qu'on a vu tout cet été, c'est ce qu'on a vu avec l'histoire de l'imam Hussein dont on parlait à l'instant, avec donc un ministre qui se heurte face à la réalité du droit finalement, un ministre de l'Intérieur qui est censé en être le garant, c'est un ministre qui ne connaît même pas le droit parce qu'il disait qu'il se fondait sur la loi séparatisme pour l'expulser, c'est-à-dire grâce aux lois qu'il aurait présentées, alors qu'en fait il se fondait uniquement sur le CESEDA, c'est-à-dire le Code des étrangers. Quand on a un ministre qui essaie encore une fois de toujours finalement porter, on l'a vu à Lyon, la question de l'immigration, des dangers de l'immigration à la une de l'actualité, voilà, moi je considère qu'il fait un travail en effet d'agitation pour sa propre boutique. Alors peut-être que ça peut lui donner l'impression d'être un dur, mais in fine, ça donne surtout le sentiment de sa propre impuissance. Et donc je considère que c'est extrêmement contre-productif. Et par ailleurs, ça va contribuer à attiser en fait la violence dans le débat public, alors qu'on aurait juste besoin de politiques qui s'intéressent à la réalité des Français, et notamment à la réalité des problématiques liées à la sécurité, c'est-à-dire celle des moyens policiers pour justement intervenir, celle des moyens de la justice aussi pour faire de la répression, et c'est là que le ministre serait attendu plutôt que sur des espèces de coups de com' ou sur des lois à l'emporte-pièce qui visent à régler un seul cas. Je veux dire, il faut des moyens, il faut de la formation, on aura peut-être l'occasion d'en parler sur d'autres sujets ce soir. Abdoulaye Kanté, vous n'avez pas les moyens aujourd'hui de pouvoir agir, vous en tant que policier, vous vous sentez parfois à la fois malmené et désemparé ? Si on doit parler du sujet des OQTF, comme votre a dit votre interlocuteur, je pense que oui, c'est plus vaste que ça, parce que nous, on fait face aussi à, on va dire, à cette immigration qui est délinquante. On ne parle pas je vais rebondir sur ce que disait votre invité, ce n'est pas les immigrés dans leur globalité. On parle vraiment de personnes qui sont évidemment sans papier, qui n'ont pas matière à rester sur le territoire, mais qui commettent des infractions. C'est ça dont je pense que le ministre il veut s'intéresser à cela. Après, évidemment, en question de moyens, oui, évidemment, la police a besoin de moyens, mais elle a aussi besoin aussi d'un appui politique, elle n'a pas besoin aussi de discours de certains politiques, notamment, qui va à l'encontre de ce que font ces policiers. Vous n'avez pas aujourd'hui l'appui politique ? Vous vous sentez justement sans appui, seul ? On l'a par rapport à notre ministre, mais après, évidemment, moi, j'ai envie de passer le coup de com', parce que la communication, ça ne m'intéresse pas. Moi, tout ce qui nous intéresse, c'est vraiment le quotidien des Français. Oui. Ce que veulent les Français aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de vivre tranquillement, en toute quiétude, avec la sécurité. Et on va sortir de tout débat, parce que quand on parle, que voilà, il y a cette répression, les violences policières, etc. Donc, je pense qu'il faut bien analyser ces choses-là, mais pas les banaliser en sortant des discours politiques, notamment qui vont, on va dire, envoyer la population contre nous. Alors, pourtant, on travaille pour la population. Mais est-ce que Gérald Darmanin, qui tweete vraisemblablement plus vite que son ombre et qui fait beaucoup d'apparitions publiques,
porte votre parole? Vous vous sentez soutenu? C'est ça la vraie question. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle parce que voilà, quand il y a une action pour, on va dire, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas que ce soit que le ministre de l'Intérieur, il faut que ce soit toute la classe politique qui se mobilise pour ces gardiens de la paix. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que nous sommes les gardiens de la paix, nous sommes les gardiens de votre paix. Et si on n'a pas ce soutien-là, forcément, on peut se sentir aussi abandonné. Aujourd'hui, la police, est entre guillemets mangée à toutes les sauces, mais de manière peut-être injuste aussi. Et on continuera d'en parler dans un instant avec un autre débat. Dernière question avant de clore ce sujet pour Gérald Darmanin sur tous les fronts cet été. Allons un peu plus loin. Ce mandat sera donc le dernier pour Emmanuel Macron, Benjamin Morel, logiquement, moins qu'on change la loi. Mais Gérald Darmanin, la Constitution, en l'occurrence, il faudrait. Ce serait pas impossible. Gérald Darmanin n'est-il pas le candidat privilégié du président pour 2027, son poulain en quelque sorte, parce qu'il est partout. Il est à la rencontre des pompiers, il est à la rencontre des policiers, il est là sur la loi immigration, il tape du poing. Il est dans son rôle, mais n'est-il pas au-delà du rôle? Alors, la parallèle avec Nicolas Sarkozy par rapport à Jacques Chirac m'apparaît peut-être meilleure. C'est-à-dire qu'on a un Gérald Darmanin qui profite d'une sorte de calme médiatique pendant l'été et de thématiques qui lui sont très favorables. Et donc, il surinvestit l'espace médiatique. Mais il ne le surinvestit pas forcément avec l'aval de l'Élysée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette position est très dangereuse pour Emmanuel Macron à deux enseignes. Parce que comme vous l'avez bien dit... seul, donc. Probablement. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, en fait, il y a déjà une guerre de succession qui s'est lancée. Le fait d'avoir déjà un successeur sur le devant de la liste conduit potentiellement à une fracture au sein de la majorité parlementaire. Par ailleurs, au sein des parlementaires Renaissance, beaucoup ont été élus en 2017 dans des circonscriptions plutôt de centre-gauche. Souvenez-vous de la proposition de loi sur le vote des étrangers de Sacha Houlié, qui est un proche d'Emmanuel Macron. On voit bien que là, il y a une forme de réponse. Gauche qui se dessine. Exactement. Et en même temps. Une réponse du berger à la bergère et une volonté, grosso modo, de faire exister cette aile gauche qui, aujourd'hui, est quand même très importante au sein du Parlement et sans lequel, aucune loi ne sera votée. Pour Emmanuel Macron, il faut tenir également cette aile gauche et donc, à partir de là, ne pas laisser à Gérald Darmanin la possibilité de prendre trop de place. Aujourd'hui, l'offensive de Gérald Darmanin ne plaît peut-être pas autant que ça à l'Élysée. Peut-être rendez-vous à la rentrée pour en savoir un peu plus. Une saga que l'on va suivre de près, Benjamin Morel. Elle va durer 5 ans. On retourne sur un autre sujet. Cette fois, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu ce nouveau drame à Vénissieux, refus d'obtempérer, près de Lyon. 2 jeunes sont alors dans une voiture. Il est un peu plus de minuit. Les policiers tentent de contrôler cette voiture. Ils s'aperçoivent que la voiture est volée. Les passagers, les 2 jeunes, 26 ans, refusent d'obtempérer. Ils foncent sur les policiers. L'un des policiers sort son arme. Il tire. L'un des passagers meurt sur le coup. Il a 20 ans. L'autre est en état de mort cérébrale un long moment et il décède aujourd'hui. Il a 26 ans. Ils étaient connus négativement des services de la police. Le policier, quant à lui, a été blessé. Abdoulaye Kanté, pour qu'on essaie de comprendre aussi votre métier, pour vous, y a-t-il eu ici légitime défense ? Je ne vais pas parler de l'enquête en cours, mais bon, la garde à vue de nos collègues a été levée, donc on se dirige vers une légitime défense de nos collègues. Maintenant, pour bien comprendre, il s'agit d'une fraction de seconde. Vous avez des collègues qui se présentent devant un véhicule qu'ils identifient comme étant volé. À l'intérieur, on ne le sait pas, mais bon, ce sont des personnes qui sont archi connues des services de police. Du coup, quand ils s'approchent, donc tout de suite, première chose, c'est qu'ils foncent sur les collègues. Et on a un collègue qui est blessé. Mais sur l'instant, les collègues, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent faire usage de leurs armes parce que la voiture devient une arme par destination. Ceux qui pensent que les policiers... Intention de tuer pour vous avec la voiture? Une intention volontaire de tuer. C'est-à-dire que, en fait, vous savez, le policier, quand il fait usage de son arme, c'est cadré. On n'a pas de permis de tuer. Malgré ce que l'on pense, malgré tout ce qu'on en voit sur les réseaux, ce n'est pas vrai. Là, si c'est passé, c'est que les collègues ont fait usage de leur arme. Et après, les collègues, effectivement, ils doivent s'en expliquer. En France, vous avez, on va dire, l'IGPN et vous avez aussi le procureur de la République. Vous avez la justice aussi qui doit s'assurer que l'utilisation de l'arme était bien conforme au texte de loi qui a été voté par le législateur. Que ce soit bien clair, parce que certains pensent que oui, la police tue comme ça délibérément des personnes, mais non, c'est au-delà de ça. Mais qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Et après, il faut savoir que le refus, on ne tue pas par rapport à un refus d'obtempérer, c'est que c'est un refus d'obtempérer qui peut donner un crime. Vous voulez dire que ce refus d'obtempérer est aggravé par le fait que les 2 passagers de la voiture à ce moment-là foncent sur le policier, traînent sur plusieurs mètres? Exactement, c'est ça en fait la motivation de l'action de la police. Maintenant, il faut faire très attention parce que beaucoup nous demandent, oui mais bon, est-ce que c'est pas dû à un manque de formation? Est-ce qu'il fallait pas tirer dans les pneus? J'ai envie de dire que la vraie vie, c'est pas un film, c'est pas Netflix. La vraie vie, c'est que nous avons quand même 1/10, 1 millième de seconde. Vous savez, en stand de tir, on nous apprend ce qu'on appelle le tir de réaction.
C'est-à-dire que vous avez un bip et tout de suite, il faut que vous réagissez en une fraction de seconde. Je peux vous dire que même des policiers d'élite nous le disent que même une cible en mouvement, c'est très difficile de viser. Arthur Delaporte, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes le député NUPES Calvados, porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Y a-t-il eu pour vous, et c'est ce que met en avant la défense des victimes pour l'instant, une disproportion de l'intervention au regard de l'infraction reprochée ? Écoutez, moi je suis pas là pour me substituer à la justice ni à la défense des victimes. Je reprendrai ce que vient de dire notre collègue sur le plateau qui est policier. Il n'y a pas de permis de tuer. C'est-à-dire que on n'a pas, quand on est policier, le droit de tuer tout le monde comme ça. Et d'ailleurs, là en l'occurrence, le rôle de la justice, c'est de dire est-ce que les policiers, quand ils ont commis l'acte qui n'était pas pour tuer, qui était pour arrêter des personnes qui pouvaient potentiellement nuire à leur propre vie, est-ce qu'ils étaient en situation de légitime défense ou non. Et donc ça, c'est pas mon rôle, moi, de dire ça. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est une tragédie. C'est une tragédie. Et c'est une tragédie pour tout le monde. C'est une tragédie, évidemment, pour les personnes qui sont décédées, c'est une tragédie pour leur famille aussi, c'est une tragédie aussi, je pense, et j'en suis intimement convaincu, pour les policiers. Vous savez, monsieur, eux-mêmes. je veux pas... Désolé de vous couper, mais je veux vous dire une chose, c'est que aucun policier, vous savez, ça fait 23 ans que je fais ce métier, j'ai déjà sorti mon arme. Je peux vous dire que rien que le fait de sortir son arme, aucun policier ne se lève le matin en se disant qu'il va tuer quelqu'un. Et je peux vous dire, oui, effectivement, vous avez raison, c'est un drame. J'ai une pensée aussi pour la famille des personnes qui sont décédées, mais j'ai aussi une pensée aussi pour nos collègues, parce que je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, ils le vivent mal. Parce que quand vous ôtez la vie de personne, quel que soit ce qu'il a fait, je peux vous dire, ça vous travaille. Donc, moi, ce que je déplore, c'est que malheureusement, le parti politique auquel vous êtes a tout de suite nous a accusés de expédition meurtrière envers ces individus. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Abdoulaye Kanté ? Que je trouve que c'est le toujours... fameux hashtag la police tue. Le fameux hashtag la police tue, et malheureusement, c'est qu'il est revenu encore en top tweet, et même pas que sur les réseaux sociaux, c'est que maintenant, ça donne une mauvaise impression à laisser penser que la police est, on va dire, une arme du gouvernement qui va tuer des jeunes dans les quartiers, comme ça, sans distinction. Donc je pense qu'il faut sortir un petit peu de cette malhonnêteté intellectuelle, et comme vous le dites, voilà, c'est que la police, elle est là pour la population et non pas pour le politique. Aymeric Guisset, lorsque vous entendez cela, est-ce que vous comprenez cette polémique qui monte notamment sur les réseaux sociaux et qui remet en question l'acte de la police, en tout cas le fait d'avoir, au bout du compte, tué ces deux jeunes gens ? Oui, vous avez un phénomène où finalement, quand ça a été très bien expliqué, un policier, il tire par nécessité et pas par choix. Et c'est dans un cadre où finalement sa vie est en danger. Et là, dans ce cas-ci, il était percuté par la voiture. Et en fait, vous avez une enquête de l'IGPN qui fait en sorte que finalement, ces policiers sont souvent mis en garde à vue ou mis en examen. Et en fait, c'est utilisé médiatiquement par une partie de la classe politique pour créer un soupçon d'une présomption de culpabilité. Ce qui est tout à fait normal, en fait, pour essayer de dire les choses. Alors que c'est exactement la procédure, c'est-à-dire que le policier il va avoir une enquête, est entendu, et ensuite, à l'issue de cette enquête, soit il est remis en liberté, soit on va plus loin. Et ce phénomène politique, c'est une exploitation politique d'utiliser ce scénario qui est absolument classique pour en faire une présomption de culpabilité et utiliser à des fins politiques une défiance vis-à-vis de la police auprès d'un certain électorat ou uniquement parce que c'est porteur. Donc pour vous, c'est purement politique ce hashtag la police tue. Oui, Arthur Delaporte, qu'est-ce que vous avez à dire à ça ? Parce que vous êtes clairement visé aussi à la NUPES. Donc est-ce que c'est déjà, politique ? Moi, je vais vous dire deux choses. Je suis assez choqué par les propos que je viens d'entendre. La première, c'est que moi, je suis socialiste. Donc je suis membre de la NUPES, mais on ne peut pas dire que... moi, j'ai toujours dit que Jean-Luc Mélenchon pointait des mots de la société qui sont réels, c'est-à-dire un sentiment d'une partie de la population de subir un certain nombre de contrôles de la part de la police qui ne sont pas forcément toujours justifiés. Et donc du coup, ça c'est des mots, M-A-U-X, mais les mots M-O-T-S, c'est-à-dire dire la police tue, pour moi, ne sont pas les bons, parce que ce n'est pas vrai. Ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que on était d'accord, et donc je regrette que monsieur soit venu m'accuser d'avoir dit quoi que ce soit, parce que je disais que c'était une tragédie. Je vous ai pas accusé directement. Donc, soyez bien clair, j'ai jamais dit que si, vous avez dit que la police tue, je n'ai jamais dit ça. Donc du coup, je ne l'ai pas dit. Donc qu'on soit clair. Continuez. Donc moi, j'ai entendu par ailleurs aucun responsable politique de la NUPES dire que qu'il y avait légitime défense ou pas légitime défense, parce que ce n'est pas le sujet. Par contre, de fait, factuellement, il y a des policiers qui ont tué des citoyens qui étaient dans une situation délictuelle, qui pouvaient menacer leur vie, et ça, c'est purement objectif. Il y a des policiers qui ont tué. Maintenant, la question qu'on doit tous se poser, c'est comment on fait... Attendez, laissez Arthur Delaporte finir et vous allez prendre la parole. Allez-y. Arthur Delaporte, la question qu'on doit se poser maintenant, quand on considère que c'est une tragédie, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ceci n'intervienne plus ?
parce qu'on ne peut pas l'accepter, parce qu'on ne peut pas accepter. Arthur Delaporte, très précisément, on va essayer de comprendre ce que vous dites. Arthur Delaporte, s'il vous plaît. Arthur Delaporte, vous êtes avec nous ? Vous êtes avec nous ? Oui, je vous entends. Vous m'entendez ? On vous entend très bien. Y a-t-il eu ici, d'après vous, un acte disproportionné? Est-ce qu'ici, la police tue? Non, soyez clair, comme ça on va comprendre clairement ce que vous dites. Je vais vous dire, la police a tué, mais ça c'est purement objectif. Après, est-ce que c'était disproportionné? Je ne suis pas le mieux placé pour le dire, et je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que mais après, je sais pas moi de le dire, ce sera la justice. Je pense qu'ils étaient en situation de légitime défense, et donc que l'acte de tuer est incident à cette situation de légitime défense, mais que l'objectif en situation de légitime défense, ce n'est pas de tuer la personne qui est en face, c'est de l'arrêter et de se protéger. Et donc, la question maintenant, c'est comment on fait pour que les policiers arrivent à mieux se protéger. Eh bien, on les accompagne, on les forme, on fait en sorte qu'ils fassent plus de séances de tir, on leur apprend, et on en parlait tout de suite, à ce qu'ils puissent réagir en situation de stress, parce que c'est une situation de stress. Et tout ceci, eh bien, ça demande des moyens sur le terrain, des moyens pour la formation, des moyens pour mieux tirer, et aussi, voilà, c'est un accompagnement des policiers. Et moi, je ne jetterai jamais la pierre à toutes les forces de l'ordre qui sont aujourd'hui sur le terrain et qui s'engagent nuit et jour pour la sécurité des Français. Et je pense, et je peux vous assurer que tous mes collègues, qu'ils soient socialistes ou plus largement membres de la NUPES, sont dans cette situation. Celui qui a augmenté le plus les effectifs de la police sur ces dernières années, c'est François Hollande. Donc il faut qu'on arrête de faire des procès en mauvaise intention. Nous sommes là, aux côtés des citoyens et engagés pour améliorer la sécurité collective des Français. Vous n'êtes pas d'accord? Si vous le permettez, on va dans un premier temps donner la parole à Benjamin Morel qui veut l'avoir depuis tout à l'heure. Benjamin Morel, une réaction peut-être à ce que vous venez d'entendre. Une réaction, peut-être rappeler quelques chiffres qui sont connus, qui sont ceux qui ont été communiqués il y a quelques mois par le ministère de l'Intérieur, mais le nombre de refus d'obtempérer qui donne lieu à l'usage d'une arme, c'est 0,76%. Donc on parle tout de même d'un usage de l'arme qui est extrêmement parcimonieux et qui est lié en effet à des circonstances, à des situations très très singulières qui peuvent le justifier. Comme ça a bien été dit, il y a de toute façon, quoi qu'il arrive, en cas d'usage, une enquête de l'IGPN. Donc les policiers... Qui est encore en cours par ailleurs. Qui est par ailleurs en cours et qui est automatique dans ce type de cas. Si on en croit Gérald Darmanin en 2020, la moitié des policiers et des gendarmes tués en service l'ont été à la suite d'un refus d'obtempérer. Donc on voit qu'on a des situations à risque et que ces situations à risque peuvent, de manière très parcellaire, conduire à l'usage de l'arme. Ensuite, la question, c'est pas comment est-ce qu'on évite l'usage de l'arme, c'est comment est-ce qu'on évite les refus d'obtempérer, la multiplication de ce cas-là. Et là, il y a en effet un problème légal. Aujourd'hui, vous avez, je ne suis pas forcément un aficionado de on augmente l'échelle des peines, mais en l'occurrence, 1 an de prison, 7 500 € d'amende pour un refus d'obtempérer, c'est tout de même relativement faible, qui plus est avec la question ensuite des poursuites pénales et l'application des peines de prison, mais c'est un autre débat. Et ensuite, il faut, et là je rejoins en effet monsieur le député, il faut des moyens. C'est-à-dire que quand, je parle sous votre contrôle, quand vous interrogez les fonctionnaires de police, en règle générale, ils vous disent qu'il faut 3 personnes. Mais du laxisme ici pour vous, Benjamin Morel? Non, il y a un problème de moyens. C'est-à-dire que suite à la RGPP, on n'a plus assez de policiers. Ouais. Aujourd'hui, on estime qu'il faut entre 20 et 30 000 policiers pour réellement arriver à avoir une bonne gestion de la sécurité publique. Et vous avez besoin, encore une fois, a priori, de 3 fonctionnaires. Si on en croit, je parle encore une fois sous votre contrôle, les professionnels. Il faut quelqu'un qui immobilise le véhicule, le conducteur, qui est certain que le moteur est coupé, et 2 personnes qui inspectent le véhicule. Le problème, évidemment, c'est que 3 fonctionnaires de police sur un refus d'obtempérer, c'est compliqué pour des raisons de moyens. Donc, si vous n'avez pas les moyens, et peut-être là, pour le coup, une évolution de la loi, pour reprendre notre débat de tout à l'heure, vous ne pouvez pas forcément vous étonner d'une telle situation qui conduit de manière très, très parcimonieuse à l'usage de l'arme. Abdoulaye Kanté. Oui, je voudrais revenir, comme je vous ai dit, monsieur le député, que je ne vous ai pas accusé directement. Je pense que c'est le groupe auquel vous appartenez qui s'adonne à des mots qui sont quand même insultants envers notre corporation. Et je me doute bien que, en tant qu'élu, vous pensez aussi à la sécurité de vos concitoyens. Vous avez aussi l'envie de faire améliorer les choses. Et nous aussi, nous comptons sur vous, les politiques, à faire améliorer les choses parce que c'est nous aussi qui sommes les premières, on va dire, les premiers en ligne. Après, en ce qui concerne les moyens, oui, je pense que c'est une question de répartition, comme vous l'avez dit justement, c'est ce qu'on appelle la triangulation. C'est qu'il faut au moins minimum 3 fonctionnaires autour d'un véhicule pour contrôler ce véhicule. Mais au-delà de ça, c'est qu'il faut aussi évidemment faire évoluer la loi, mais encore plus loin, c'est que comment faire en sorte que sur un refus d'obtempérer, il faut s'arrêter. Quand des policiers ou des gendarmes vous donnent comme injonction de vous arrêter, arrêtez-vous parce que ça peut créer aussi des conséquences dramatiques. Et évidemment, le policier n'a pas cette envie tout le temps de sortir son arme. Bien au contraire, le seul policier, qu'est-ce qu'il veut? C'est faire sa vacation, faire son contrôle, essayer on va dire sauver la veuve et l'orphelin et rentrer chez lui. Voilà, chez lui, c'est ça. Vous vous sentez victime aujourd'hui, Abdoulaye Kanté, d'une sorte d'omerta contre la police? Victime, je peux pas. C'est dur d'être policier, c'est dur de dire je suis un policier, j'aime mon métier. C'est dur à assumer, qu'on essaie de comprendre.
on va dire, on est fier, mais c'est dur au quotidien. C'est dur au quotidien par rapport à tout ce qu'on prend tous les jours. Mais je peux vous dire que, au-delà de ça, on fait preuve de professionnalisme parce que si vous voyez qu'il y a des femmes et des hommes qui sont prêts sans se poser des questions, et quand vous faites le 17, je peux vous dire que voilà, vous avez des policiers qui vont répondre au présent pour vous sauver. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et évidemment, on est tous d'accord que le policier, c'est quoi ? C'est le service public. Et le service public aussi, c'est ce qui est utile à tous les concitoyens. Donc oui, effectivement, il faut améliorer ces services publics parce que malheureusement, depuis ces dernières années, les politiques, des fois, ont pris des mauvaises décisions et aujourd'hui, on le paye. Merci beaucoup d'avoir été tous avec moi, d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Abdoulaye Kanté, policier, auteur du livre policier Enfants de la République aux éditions Fayard. Émeric Guisset, secrétaire général adjoint au think tank Le Millénaire. Benjamin Morel, maître de conférences en droit public à l'Université Paris 2, docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Arthur Delaporte, député NUPES Calvados, porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. À suivre sur Europe 1. Ça fait un an